Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, on entend et on lit tout et son contraire sur les HPI, les enfants à haut potentiel intellectuel. Mais en fait, que nous dit la science? C'est la question à laquelle répond le livre que publie Nicolas Govrit. Il est l'invité de la quotidienne. L'anti-sèche de Brandon Noiret, tout comment l'actualité résonne dans les programmes. Actu anniversaire, celui de la naissance de Chateaubriand, programme ceux de français, mais aussi, vous le verrez, ceux d'histoire. L'heure de la récré, toujours avec Brandon, c'est la rentrée. Mais en fait, pourquoi en ce début de mois de septembre et pas plus tôt ou plus tard, il vous dira tout. Enfin, direction les États-Unis dans le cours particulier de Marie-Olivier avec un mouvement créé pour que les enfants soient plus indépendants. Il s'appelle Let Grow. Elle vous racontera la quotidienne de School TV. C'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. Dans la tête des HPI, c'est le titre du livre de notre invité. Il vient de sortir aux éditions des Arènes, mais ne vous laissez pas abuser. Évidemment, ce livre passionnera les parents d'enfants HPI, mais il parlera aussi aux autres. Il propose en effet un état de l'art sur ce qu'est l'intelligence, sur le fonctionnement du cerveau ou encore sur les différentes stratégies d'apprentissage. En tout cas, moi, il m'a passionné. Ce livre, il est signé Thomas Mathieu au pinceau, Jean-François Marmion au scénario et Nicolas Govrit, qu'on est ravi de revoir ici. Nicolas, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir pour cette première de l'année. Vous êtes psychologue et chercheur en sciences cognitives au laboratoire Psytech, qui est un laboratoire de l'Université de Lille. Dans ce que j'ai dit, à savoir que ça n'intéresse pas seulement les parents de HPI, dans une certaine façon, pour les ventes du bouquin, il vaut mieux, parce que les HPI, c'est 2,3% seulement de la population. Oui, alors après, les gens qui sont concernés indirectement, ça fait un peu plus. C'est vrai. Et puis les gens qui se pensent HPI, ça fait beaucoup alors là, plus. ça fait toute la population française, ok. Mais sinon, oui, disons que le lectorat qu'on vise en premier, c'est les parents, mais aussi les adolescents, en fait, à partir de... Alors j'ai eu des retours sur des gens qui le font lire à leur enfant de 10 ans et que ça intéresse beaucoup. D'où la forme, je la montre juste rapidement comme ça. Voilà, c'est d'abord une bande dessinée, très sympa, comme toujours dans cette collection des Arènes, et vers la fin, une partie plus guide pratique. Voilà, il y a à la fois le côté scientifique et puis le côté qui doit être pratique, un peu outil pour aider au quotidien. On fait un peu de vocabulaire, on dit aujourd'hui HPI, avant on parlait de surdoué. C'est une notion qui apparaît en 1946. C'est ancien en tout cas, alors je ne sais plus exactement. C'est vous qui le dites, hein. Moi, oui, c'est ancien. Alors, les études vraiment sur le thème, indépendamment du nom... Ça, c'est début du XXe siècle, je crois. Ça date du début XXe. Après, il y a eu différentes dénominations. Maintenant, on parle plutôt de HPI, disons, par exemple, à l'éducation nationale. On parle d'élèves à haut potentiel, EHP. Récemment encore, on parlait d'élèves intellectuellement précoces, on disait EIP, parce qu'on adore les sigles. On est passé de EIP à EHP. Mais s'il n'y a pas de sigle d'éducation nationale, on ne s'en occupe pas. Donc, voilà. Il faut un sigle. Mais il y a plein de termes donc, qui sont plus ou moins synonymes, comme surdoué ou HQI, on peut dire aussi. Et vous, si je vous ai bien lu, vous préférez HQI? Disons comme... C'est-à-dire QI comme quotient intellectuel, haut quotient intellectuel. Il y a beaucoup de discussions en fait, sur la bonne définition. Ouais. Quand on dit haut potentiel intellectuel, au moins HQI, ça veut dire haut quotient intellectuel, ça veut dire haut QI. Donc là, c'est un truc objectif. Ouais. Comme c'est la définition qu'on prend habituellement, disons, ça me paraît le plus simple. Justement, les tests de QI, ça indique quoi au juste? Ça mesure une sorte de compétence générale, alors qu'on peut appeler ça l'intelligence. Ceux qui disent que ça n'a rien à voir avec l'intelligence, c'est exagéré, disons. Mais c'est vrai que c'est l'intelligence dans un certain sens. Certains psychologues parlent plutôt de facteur G, ça c'est un terme très général. G, vous allez nous définir le facteur G, voilà. Voilà, ça veut dire facteur général d'intelligence. D'accord. Donc c'est ça redonne une espèce de prédisposition à comprendre les choses plus rapidement et mieux que les autres. Voilà, c'est ça. Certains parlent aussi de puissance mentale, pour donner un terme un peu plus générique, disons, que intelligence, parce que chacun a sa propre définition. Et pour dire quand même les limites du QI, par exemple, il y a certaines choses comme la créativité, qu'on aimerait bien faire rentrer dans l'intelligence et qui ne sont pas bien mesurées par le QI, ou bien l'intelligence émotionnelle aussi. Oui, alors on avait parlé les HQE, voilà, les hauts quotients émotionnels. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'études sérieuses sur ces questions, mais ce sont des dimensions qui existent et qu'il faut prendre en considération. Et ce QI, quand on regarde les résultats des tests de QI dans la population, ça forme ce qu'on appelle une courbe de Gauss, une courbe en cloche. Oui. C'est-à-dire très peu de personnes qui ont un QI très mauvais, très peu de personnes également qui ont un QI très élevé et une distribution du reste de la population. Voilà, c'est ça. Et c'est comme ça pour beaucoup de choses qu'on peut mesurer. C'est un peu comme ça pour la taille, par exemple, ou pour beaucoup de résultats qui font intervenir. À chaque fois, en fait, qu'il y a beaucoup de petits éléments qu'on a mis ensemble, comme c'est le cas pour le QI, on obtient plus ou moins une courbe de cette forme-là.
Ce qui veut donc dire qu'il n'y a pas un gouffre ou un saut considérable entre le QI à 129 et à 131. Sachant que la limite, c'est 130. Hein, c'est ça qui permet de dire qu'on est en général, un seuil de 130. Donc en fait, c'est plutôt, et vous y insistez beaucoup dans le livre, c'est un continuum. Oui, complètement. C'est vrai que les gens imaginent parfois que quand on est au QI ou HPI, on fait partie d'une espèce à part, comme si sur la distribution des QI, il y avait deux bosses, une bosse autour de 100, c'est le genre ordinaire, et puis une courbe en U en fait, finalement, on l'imagine comme ça. Ouais. C'est pas comme ça, c'est tout à fait continu, comme la taille. Et voilà, pour prendre un parallèle, disons les hauts potentiels, c'est comme si on décidait d'étudier les personnes qui font plus d'1m90. Qu'on pourrait appeler les très grands, et puis ils ont effectivement des particularités. Pas de chance pour les 1m89. Disons qu'entre les 1,89 et 1,91, il n'y a pas énormément de différence. Il n'y a pas un monde. Voilà. Un dernier mot avant de passer à l'anti-sèche. Ce sont des enfants souvent qui posent et qui se posent des questions peu courantes quand on cherche aussi des définitions en dehors du QI. Oui, alors disons que le seul élément qu'on retrouve vraiment dans toutes les études et qui ne soit pas purement cognitif, parce que sinon ils apprennent plus vite, sont plus rapides, ont une meilleure mémoire, etc. C'est, on pourrait dire, la curiosité. C'est un peu plus large que la curiosité. On va y revenir après l'anti-sèche. Sur les indices qui permettent aux parents et aux enseignants d'ailleurs, ou au personnel dans les crèches, etc. Enfin, toutes les personnes qui ont affaire à ces enfants d'identifier les choses. Dans la tête des HPI, ce que nous dit la science, c'est à la fois une bande dessinée et un livre de science signé Thomas Mathieu, Jean-François Marmion et Nicolas Gauvry. On vous retrouve après l'anti-sèche. Non, sans avoir précisé que vous êtes quand même un des meilleurs experts du sujet. Vous avez déjà publié Des têtes bien faites, défense de l'esprit critique et Surdoués ordinaires. Ça, c'était aux presses universitaires de France. L'anti-sèche. Et l'anti-sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Brandon, bonjour. Bonjour Emmanuel. Brandon Noiret, pas nouveau venu à School TV, pas nouveau venu dans la quotidienne, vous avez vu une fois l'année dernière, mais nouveau venu de manière très régulière dans la quotidienne. Bienvenue, ravi de vous avoir avec nous. Merci beaucoup. On ne vous demande pas d'être un HP ici, hein, parce que vous avez droit à l'anti-sèche. Il y a les textes, voilà. Anti-sèche en ce 4 septembre, vous savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. On va revenir, c'est une actualité historique, sur une naissance célèbre d'un 4 septembre, celle d'un grand nom de la littérature française, Chateaubriand. Effectivement, François-René de son prénom, il est né le 4 septembre 1768 à Saint-Malo. Il est mort à l'âge de 79 ans à Paris. Alors on a Atala, René, Vidrancé, évidemment les Martyrs, et son œuvre la plus célèbre, c'est les Mémoires d'Outre-Tombe. Mémoires d'Outre-Tombe. Alors qui ne devait pas s'appeler comme ça à l'origine, Mémoire de ma vie plutôt. Ça se passe comme ça au début de son écriture, mais il voulait que son œuvre soit publiée après sa mort, donc d'où ce nom. C'est un récit autobiographique qui parle de ses 70 années de vie. Alors évidemment qui mêle ses réflexions, ses souvenirs, notamment d'enfance avec sa famille au château de Combourg, pas très loin de Saint-Malo. Aussi ses réflexions, et c'est aussi un reflet de la vie politique française et militaire. C'est la raison pour laquelle notamment de nombreux hommes politiques vont s'en inspirer dans l'histoire. Il est aussi le précurseur du romantisme et il a inspiré de nombreux écrivains. D'ailleurs, Victor Hugo, il y a une phrase célèbre, évidemment, il dira je veux être Chateaubriand ou rien. Voilà il sera Victor Hugo, ce qui n'était pas mal non plus, Chateaubriand, qui n'est pas uniquement connu, je le disais, pour sa plume, mais également pour son engagement politique. C'est pour ça qu'on peut le rencontrer également en cours d'histoire, et notamment ses liens avec Napoléon. Avec Napoléon, effectivement, c'est le premier homme à s'engager politiquement, premier homme de lettres. Alors, entre Napoléon et lui, c'est un peu une histoire d'amour. Au départ, la vie est rose. Alors, tout est fait pour bien s'entendre. L'un est corse, l'autre est breton. Ils ont un tempérament assez fort. Et évidemment, alors on a Napoléon qui voulait être écrivain. Malheureusement, il n'avait pas vraiment de talent, donc il se consacrera uniquement à la vie politique. On a aussi Chateaubriand, à la base, qui voulait être un homme politique. Bon, il restera un homme surtout célèbre pour sa plume. Et dès le départ, il soutient Napoléon, notamment au Concordat, et il lui dédiera surtout son œuvre, sa première grande œuvre célèbre, c'est Le génie du christianisme en 1802. Année de la naissance de Victor Hugo. Et une belle relation qui sera de courte durée, 3 ans seulement, puisqu'un jour, Napoléon commet l'irréparable, du moins aux yeux de Chateaubriand, il exécute le duc d'Enghien. Enfin, effectivement, en tout cas. Effectivement, 21 mai 1804. Après cet événement, la relation entre les deux se brise irrémédiablement. Le duc d'Enghien est le dernier prince de Condé. C'est un cousin, très lointain cousin du roi Louis XVI. Il est exécuté dans les fossés du château de Vincennes. Et Chateaubriand, là, vous me voyez venir, c'est un fervent royaliste. À partir de ce moment-là, il n'arrêtera pas d'accabler l'empereur, notamment dans ses mémoires du début à la fin. Il endossera de nombreux rôles politiques quand même. Hein. Chateaubriand, on parle de l'homme de lettres. Il deviendra notamment ministre des Affaires étrangères du roi Louis XVIII à partir de la Restauration en 1815. Alors, on dit qu'il est plus royaliste que le roi. Il est un ultra-royaliste très convaincu. Plus que Louis XVIII, plus que Louis-Philippe. D'ailleurs, c'est lui qui a écrit « Il ne faut pas être plus royaliste que le roi ». C'est pas vrai. Eh oui, ça vient de là. Pas. Et c'est rentré dans le langage populaire avec le temps. Et évidemment... On va pouvoir briller quand même. Hein. On va pouvoir briller. Comme le disait Chateaubriand, une fois toujours. Et bien sûr, évidemment. Et il est resté célèbre juste pour sa carrière littéraire, non pas politique. Et tant mieux pour lui, hein, parce qu'il y en a qui ont essayé.
Ils ont eu des problèmes, certains. Wanda Noiret, merci beaucoup. Et si vous retournez en vacances ou si vous avez la chance d'être en Bretagne, vous pouvez aussi aller faire quelques pas sur le Grand B à Saint-Malo et aller sur la tombe de Chateaubriand qui donne devant Saint-Malo. Très belle région et très belle balade à faire. Nicolas Gauvry, les HPI Brandon, on se retrouve pour la récré. Dans la grande famille des idées reçues sur les HPI, il y a l'idée selon laquelle ils proliféraient, mais il y a aussi ce que notre invité appelle la légende noire des surdoués, l'idée selon laquelle les HPI sont malheureux et surtout qu'ils échouent à l'école. Et tout ça, c'est pas vrai. Non, c'est faux. Voilà, on a plein de données, c'est bien résumé. Comment elle est née cette idée ? Je ne sais pas exactement d'où elle vient, parce que quand on cherche, en fait, on peut remonter très très loin, jusqu'à l'Antiquité, où il y avait déjà cette idée qu'il y a un lien entre génie et folie, et ça vient peut-être de là. Sinon, plus récemment, il y a eu, dans les années 70-80, pas mal de parents d'enfants à haut potentiel. Donc je pense que c'est une des raisons pour lesquelles ça s'est vraiment né et ça s'est développé en France, en tout cas récemment, qui ont voulu, donc ces parents ont voulu obtenir des aménagements pédagogiques qui sont, on a des études qui montrent que c'est effectivement intéressant de le faire, et ont été confrontés à une réponse négative de l'Éducation nationale qui répondait en gros, ils ont déjà bien de la chance d'être intelligents, on ne va pas en plus se décarcasser pour eux. Et la seule méthode qu'ils ont trouvée pour obtenir l'oreille de l'Éducation nationale, c'était de prédire des catastrophes en disant mais si on ne fait rien pour eux, ils vont être anxieux, ils vont être en décrochage scolaire, etc. Et là, l'Éducation nationale... Et à l'époque, je m'en souviens pour l'avoir vécu côté journaliste, en donnant des chiffres, etc. Enfin, on a essayé d'objectiver un peu le fait qu'être surdoué, c'était prédisposé à l'échec scolaire quand même. Alors oui, il y a des chiffres, par exemple, le 1/3 en échec scolaire, qu'on entend un peu partout. Donc on ne sait pas d'où il sort en fait. J'ai essayé de retrouver d'où ça sortait. La seule chose que j'ai trouvée qui ressemble un peu, c'est un sondage auprès de parents d'enfants d'une association de parents d'enfants au potentiel. Et donc, évidemment, c'est complètement biaisé de toute manière. Et d'autre part, échec scolaire, il faudrait le définir un peu sérieusement pour savoir ce que ça veut dire. Parce que selon la définition qu'on prend... Mon enfant n'est pas entré à Polytechnique, c'est une catastrophe absolue. Il y a un fond de vrai dans ce que je dis. Oui, il y a eu un article il y a quelques années maintenant dans Le Figaro étudiant qui disait 70% des élèves à haut potentiel sont en échec scolaire. Et eux, ils définissaient échec scolaire comme ne va pas à l'université. D'accord. Bon, il y a de la marge quand même. Si on va sur les indices qui permettent à des parents ou à des adultes en général d'identifier qu'un enfant a peut-être un haut potentiel, parce que ce n'est pas écrit sur son front à la naissance. Alors, on l'a cité, le fait que ce sont des enfants qui posent ou qui se posent plutôt plus de questions que la moyenne. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre alors ? Alors, si on ne prend pas les tout petits, il faut d'abord regarder tout ce qui est vraiment cognitif et qui a un lien direct avec l'intelligence. Donc, c'est les capacités d'apprentissage, la mémoire, un vocabulaire plus développé, etc. En dehors de toute cette sphère cognitive, il y a ce que je disais tout à l'heure, la curiosité. C'est ça. Un peu plus général, c'est l'ouverture, donc l'intérêt peut-être pour des choses plus avancées, mais après, c'est quelque chose qu'on trouve chez tous les enfants. Donc, il faut... Et c'est là où on croise votre notion de continuum aussi. Ouais. De dire, est-ce qu'il le fait tout le temps un peu... Voilà, beaucoup d'enfants s'intéressent à l'astronomie, aux dinosaures, mais c'est encore plus vrai, disons, chez les enfants au potentiel. Et puis quand ils sont très jeunes, il y a des choses qui, chez les HPI, arrivent souvent plus tôt, notamment le langage. Ils parlent souvent plus tôt, avec un vocabulaire plus développé. Ils marchent aussi un peu plus tôt. Et tout ça, ça peut être des signes évocateurs, mais c'est jamais... Plus, quoi. Voilà, c'est toujours un peu plus. Et puis s'ils sont en retard, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas au potentiel non plus. Donc ce n'est pas des signes suffisants pour poser une identification. On ne dit pas diagnostic parce que ce n'est pas un trouble. Mais bon, ce sont des signes, ça va dans le sens de... Voilà. L'ennui, typiquement l'ennui à l'école, ce n'est pas un indice suffisant. Non plus. Alors par contre, il y a une différence dans une étude que j'ai trouvée, parce qu'il n'y en a pas beaucoup sur cette question, il y a quand même une différence sur la raison de l'ennui à l'école. C'est-à-dire que tous les élèves s'ennuient à l'école, les hauts potentiels... Vous allez vous faire que des amis en cette rentrée, c'est la rentrée, Nicolas Gauvry. Tous les élèves s'ennuient à l'école. Mais les hauts potentiels ont tendance à s'ennuyer parce que c'est trop facile. C'est ça. Voilà, donc... Pas comme moi qui m'ennuie parce que je ne comprends pas le cours de maths, quoi, c'est ça. Voilà, il y a ceux qui s'ennuient parce que ça ne les intéresse pas ou parce qu'ils ont envie de faire autre chose. Vous ennuyez à l'école, vous ? Non, c'est bien l'école. On apprend élève, ouais, c'est ça. Oui, j'ai un peu généralisé. Il y a une scène qui m'a beaucoup fait sourire dans votre livre, ça arrive page 102, 103, on vous retrouve sur un plateau de télé à discuter avec une psychologue clinicienne, elle, c'est-à-dire quelqu'un qui accueille, voilà. Et alors elle vous contredit, elle dit, enfin monsieur Gauvry, vous avez le nez dans vos chiffres, mais moi en tant que clinicienne, je les côtoie, je les accompagne tous les jours, les surdoués, ils existent, il y en a beaucoup.
Quand on observe le débat sur, en règle générale, l'éducation des enfants, d'ailleurs pas que sur les HPI, aujourd'hui on a un petit peu l'impression de ça, c'est-à-dire qu'il y a le camp des praticiens ou des praticiennes souvent, et puis il y a le camp de la science, les universitaires, vous, Franck Ramu, qu'on va recevoir bientôt, d'autres, qui disent écoutez, ouais, vous êtes sympa, mais c'est pas ce que racontent les études, quoi. Oui, alors c'est assez étrange qu'il y ait cette opposition, parce qu'en réalité, d'abord, il y a beaucoup de gens parmi les chercheurs, c'est pas mon cas, mais il y a beaucoup de gens parmi les chercheurs qui sont aussi praticiens. Et puis, évidemment, on regarde la même réalité, simplement les praticiens, je pense qu'une des raisons de l'incompréhension qu'il y a ici, c'est que les praticiens reçoivent évidemment des enfants au potentiel qui ont des problèmes. En général. Ils ne voient pas toute la population de ceux pour lesquels ça se passe, entre guillemets, bien. Alors, parfois, ils reçoivent aussi des enfants simplement qui voudraient sauter une classe parce que c'est trop facile pour eux, donc là, il n'y a pas vraiment de problème, mais souvent, c'est parce qu'il y a des difficultés sociales, parce qu'il y a de l'anxiété, etc. Et donc, je pense qu'ils ont un échantillon biaisé de la population. Bon, en tout cas, vous pouvez vous reporter au bouquin. Il est super facile à lire, à comprendre ce que nous dit la science. C'est là que ça se passe. Et il y a cette petite querelle qui m'a beaucoup fait sourire. On se retrouve après. Nous, on prend des récrés, parce que il faut reposer notre haut potentiel. La récré, on en arrête. L'heure de la récré. Et en ce jour de rentrée, vous avez décidé de revenir sur les origines de la rentrée scolaire qui n'a pas toujours eu lieu en septembre. C'était comment avant ? Pour l'expliquer, il faut remonter aux origines des vacances d'été. C'est toujours comme ça que ça se passe. Nous sommes au XIIIe siècle et les maîtres d'université se plaignent de la désertion massive de leurs salles de cours lors des mois d'été. Cette période de l'année... C'est les moissons, non ? Évidemment, c'est des moissons. Quelle culture, Emmanuel, toujours pour truc de dingue. Alors justement, ces élèves quittent les grandes villes pour prêter main forte à leurs parents. Et pour éviter justement ces absences répétées, le souverain pontife Grégoire IX, régi par l'Église à l'époque, les universités, décide de fermer les facultés durant un mois, évidemment. Il prend les choses à bras-le-corps et les grandes vacances d'été sont nées à partir de ce moment-là. Il y a une origine religieuse. D'accord. Et ça nous fait une rentrée, donc quoi, début octobre ? C'est ça, début octobre à l'époque. Et c'est cette tradition qui demeure. Faut attendre quoi, les vacances ? Les lois Ferry, le 19e siècle, les comme lois beaucoup Ferry, de choses. Exactement, 1880-1882. Les vacances durent environ de 4 à 8 semaines. C'est les préfets qui fixent la date, la durée des vacances. Donc ça varie d'une région viticole ou une région agricole à une région beaucoup plus urbaine. Globalement, l'école s'arrête mi-août pour reprendre début octobre toujours à cause des moissons et des vendanges. Et c'est aussi la fin de la période des chasses, fin septembre, début octobre. Et vu que les enfants de bourgeois vont beaucoup dans le secondaire, c'est presque exclusivement des enfants de bourgeois. Donc l'école suit cette tradition. D'accord, on vit au rythme des saisons et des enjeux d'alimentation jusqu'à la Seconde Guerre mondiale et 30 glorieuses. Et là, on va quand même codifier les choses de manière un petit peu plus rigoureuse. Il y a une chute un peu brutale. La population agricole baisse sensiblement, donc les familles commencent à partir en vacances début juillet, plutôt 1er juillet. L'école va suivre le mouvement et va décaler ses dates en 1960. La dernière étape a lieu en 1981 avec le premier gouvernement socialiste, avec l'évolution de la société forcément et la disparition progressive du travail des champs. La rentrée est fixée à partir de début septembre, plutôt mi-septembre dans les années 80. Et ça pourrait encore évoluer. Emmanuel Macron a accordé un entretien il y a quelques jours à nos confrères du Point. Il veut l'avancer, lui. L'avancer plutôt le 20 août pour les élèves en difficulté. Donc on aura peut-être une affaire à suivre, on en reparlera. On va forcément en reparler. Ce qui existe un petit peu déjà avec des dispositifs comme École ouverte ou certains établissements privés souvent d'ailleurs qui organisent des pré-rentrées au moins 1 ou 2 semaines à l'avance. Merci beaucoup, Brandon. Plaisir. Nicolas Gauvry, les HPI. Albert et Violette sont les 2 personnages principaux de la bande dessinée Dans la tête des HPI, ce que nous dit la science, que co-signe Nicolas Gauvry, psychologue et chercheur en sciences cognitives à l'université de Lille. Si on continue sur un peu les idées reçues sur les HPI, donc d'abord on redit fortement que être HPI, HQI, surdoué, bref, avoir des facilités, c'est quand même statistiquement, c'est plus souvent un avantage qu'un inconvénient. Oui. Et ça, c'est mesuré partout. Ouais. Systématique. Il n'y a quasiment aucun indice qui va dans le sens inverse. Qui confirmerait, qui donnerait le sens inverse. Le lien entre les HPI et les troubles du comportement ? Il n'y en a pas. Pas établi. Le lien avec l'autisme, pas non plus. Asperger. Je dis ça parce que c'est important, que c'est quand même des choses qui circulent énormément. Donc là, on est en train de faire la séquence, nous tordons le cou aux idées reçues. Est-ce le rôle de l'environnement et le caractère héréditaire ou pas du haut potentiel, là, vous avez une réponse un peu... C'est un peu plus mitigé, oui, parce que il y a... c'est pas héréditaire au sens des gènes. Voilà, mais il y a une partie héritable, en tout cas, si génétique, du coup, mais en partie seulement, et l'environnement joue aussi pas mal. Et notamment, il y a des indices qui laissent penser qu'une relation privilégiée avec la mère dans les premiers temps est important.
Parce que... moi, en tant que père, me semble éminemment contestable. Voilà. Enfin, bon, pas grave. Le père aussi joue un rôle. Oui, bien sûr. Ce qui ressort plus, c'est ça. Ce qui fait que, par exemple, si vous avez un frère qui est né peu de temps après, vous avez un peu moins de chances d'être haut potentiel que s'il est né longtemps après, parce que vous avez eu cette période privilégiée. Donc c'est sans doute simplement... Ça pourrait être un des indices qui explique pourquoi dans une fratrie, et ça c'est des résultats je crois robustes, y compris au niveau international, il vaut mieux être le premier que le cinquième dans une famille nombreuse, en termes de réussite scolaire, j'entends. Donc tout ça c'est l'environnement qui joue également. C'est pas lié non plus quand même, il y a une plus forte prévalence des HPI chez les enfants de parents aisés, instruits, des formes de surstimulation, je t'emmène à l'opéra à l'âge de 2 ans et au cours de danse à 3 ans et je te fais lire tout Chateaubriand à 5 ans. Voilà. Là, il y a à la fois l'aspect génétique, c'est-à-dire que en fait, les classes les plus aisées sont en moyenne plus intelligentes au sens du QI en tout cas. Et puis en plus, il y a l'aspect évidemment environnemental parce que forcément l'environnement, quand on est dans une famille aisée, est plus favorable. Et ça compte. Côté école, vous avez un tout petit peu abordé le sujet juste avant la récré. Est-ce qu'il faut ou pas des approches spécifiques, un accompagnement particulier? Qu'est-ce qu'on fait quand on est parent? Alors d'abord, on demande de l'aide, pas d'aide? Il n'y a pas besoin d'aide pour tous les enfants à haut potentiel. Mais pour certains, c'est utile. C'est-à-dire qu'en général, si on ne fait rien de spécial et qu'on les laisse juste dans l'école ordinaire, la plupart s'en tirent plutôt mieux que les autres. Mais dans beaucoup de cas, ils pourraient faire mieux. C'est-à-dire qu'ils pourraient s'ennuyer moins parce que c'est facile, et peut-être pour d'autres raisons. Ils pourraient aller plus vite, plus loin, et développer des intérêts, notamment pour des professions intellectuelles, un peu plus. Donc c'est intéressant, à la fois pour la société, pour eux, pour l'épanouissement. Pour les enseignants c'est souvent intéressant. De ne pas avoir des élèves... Et pour les enseignants aussi. Tournent un peu en rond par moment et qui, le cas échéant, sont dissipés. Ceci, dans les choses qu'on peut faire, il y a des choses qui se font dans la classe. On parle beaucoup de différenciation et donc on peut prendre en compte la spécificité des hauts potentiels sans forcément parler de saut de classe ou de choses comme ça, simplement en faisant au sein de la classe, en aménageant un petit peu pour que tout le monde ne fasse pas la même chose. Un exemple tout bête, c'est quand on vient d'apprendre comment poser une multiplication, par exemple. La plupart des élèves peut-être ont besoin d'en faire 20 pour bien comprendre le mécanisme. Peut-être qu'un élève à haut potentiel aura besoin d'en faire 10. Une solution, c'est simplement de lui en demander d'en faire que 10 et puis de rajouter d'autres exercices un peu plus théoriques et complexes à la place. Donc c'est pas quelque chose de très compliqué, même si ça demande quand même un travail supplémentaire de la part des enseignants, il faut quand même le dire, mais c'est pas très compliqué et ça peut être utile. On va faire un test. 9 x 8 72. La définition de la physique quantique. Ok, pas HPI. Oui, c'est sûr. Ouais, j'essaye. Je suis sympa, je ne vous l'ai pas fait à vous. Il y a un cycle, je n'ai pas donné de cycle depuis super longtemps, ce n'est pas une vraie émission sur l'éducation. Le CADAPS, QADAPS, si je suis parent, si je suis enseignant, s'il y a un doute, c'est un questionnaire d'aide à la décision d'ajustement du parcours scolaire. Et ça, on le trouve sur Internet. Oui, alors c'est pas spécifiquement pour les parents, c'est plutôt un questionnaire global. D'accord. Voilà, quand pour un enfant on s'interroge, est-ce qu'il faudrait qu'il saute une classe, qu'il y ait des aménagements d'un type ou d'un autre, ça permet, c'est pas non plus un test avec une note à la fin, hein, mais c'est simplement un questionnaire que chacun remplit, c'est les enseignants, les parents, l'élève, etc., qui permet de se mettre d'accord et de voir les points importants. Et c'est toujours plus sérieux qu'un tas de propositions qu'on peut nous faire sur Internet, de tests bizarroïdes et payants. Tout à fait. C'était ça le message. On va terminer là-dessus quand même. On vous avait accueilli il y a quelques mois pour parler de ça, un petit peu du business, du marché des HPI. Donc on va voir des professionnels, on se documente et on ne cède pas aux premiers influenceurs et influenceuses. On est d'accord ? On est d'accord. Super. Et notamment, on lit dans la tête des HPI ce que nous dit la science. Vous restez avec nous. On va voyager un petit peu. On va partir aux États-Unis. Brandon, merci beaucoup. Merci. Vous allez céder la place à Marie-Olivier. C'est le cours particulier. Le cours particulier de Marie-Olivier, vous le savez, c'est un voyage dans le temps ou dans l'espace, dans des initiatives pédagogiques souvent originales ou alternatives. Marie, bonjour. Bonjour Emmanuel. Les vacances sur Bonne. Très bien. Plein de découvertes pédagogiques. Oui, beaucoup. En plus, c'est des vacances sérieuses, vous allez nous raconter. Aujourd'hui, les États-Unis pour un mouvement, avec un mouvement pour que les enfants soient plus indépendants qui s'appelle Let Grow. Exactement, Let Grow, c'est un mouvement américain qui part d'un constat. Dans nos sociétés occidentales, les enfants seraient surprotégés, pour ainsi dire, même confinés. Confinés au sens où on ne sort plus, quoi. Ouais, voilà. C'est ça, exactement. D'auteurs, notamment Ken Robinson avant de mourir. Tout à fait. Ouais. L'une des fondatrices de Let Grow, Lenore Skenazy, se souvient de son enfance dans les années 60 dans la banlieue de Chicago. Et en fait, elle allait à l'école à pied, donc c'était à 15 minutes et c'était la norme.
Puis quand elle était un peu plus âgée, elle se baladait avec les autres enfants dans le quartier, elle jouait avec eux ou elle partait en vélo acheter des sucreries. Et ouais, les enfants étaient un petit peu livrés à eux-mêmes, mais ça leur apprenait à se débrouiller. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. Je crois même qu'une étude de l'UNICEF s'en est inquiétée. Exactement, oui. Et les parents de Lénore, en fait, comme de nombreux autres parents, les laissaient faire leurs propres expériences. Et c'est quand Lénore est elle-même devenue maman dans les années 90 qu'elle s'est aperçue que la norme avait changé. Donc elle surveillait ses enfants elle-même. Beaucoup elle ne plus. les laissait pas sortir dans le quartier. C'est ça, elle les conduisait à l'école, elle les surveillait. Elle s'est aperçue pendant des vacances en famille dans une station balnéaire qu'en fait là son fils circulait beaucoup plus facilement parce qu'il était dans un endroit sécurisé entre guillemets, qu'il se levait plus tôt qu'elle pour la première fois, qu'il était très joyeux aussi d'aller retrouver les autres enfants et de faire un peu sa vie. Donc en fait, il a eu pendant une semaine de vacances ce qui était l'expérience de sa mère pendant toute son enfance, c'est ça? Exactement. Et ça a été un peu un déclic pour Lénore qui s'est dit mais l'indépendance des enfants et le fait de les laisser se débrouiller seuls et en faire en fait source de joie et aussi d'expériences qui peuvent les faire grandir. Et sans adulte référent, en fait, on apprend à utiliser de sa créativité, on apprend à utiliser son imagination et ses compétences sociales pour interagir avec son environnement et avec les autres enfants. Et là, ni une ni deux, ils se sont dit on va faire une grande expérience et on va étendre ça Grande à expérience. tous les États-Unis. Voilà. Donc d'abord, Tapis. petite expérience avec Izzy, leur enfant de 9 ans. Donc avec son mari, ils ont décidé de le mettre en situation d'autonomie. Ils habitent ils sont à New York, donc en pleine vie quotidienne, hein, et ils disent à Izzy, écoute, si tu es d'accord, on va te laisser dans un endroit à New York et tu vas rentrer à la maison tout seul. Là, il l'en met au milieu du Bronx. Voilà. Dans loin du zoo du Bronx, ce jour-là, le lion est sorti. Non. Il a traversé Central Park. Voilà. Non, et en fait, il est rentré plusieurs heures plus tard. Ouais. Il avait pris un bus tout seul à 9 ans. Et il était super content. Il dit très fier et très heureux. Et Lénore, elle l'a fait savoir qu'ils étaient heureux parce qu'elle travaille dans les médias, c'est ça? Elle travaille dans les médias, donc elle s'est dit je vais écrire une colonne dans un média. Donc elle se dit que ça peut encourager en fait d'autres parents à faire la même chose et à rendre leurs enfants plus autonomes. Sauf que véritable scandale aux États-Unis, en fait, elle est traitée d'inconsciente d'avoir laissé Izzy tout seul à New York. Ça va pas la tête. Et voire même de pire mère des États-Unis. Ce qui est bien vrai. Qu'est-ce qu'elle a fait face à ces critiques? Et elle essaie de montrer par des statistiques que la criminalité a baissé, que les enlèvements sont moins nombreux qu'en fait à l'époque où elle-même était enfant. Et donc que les parents peuvent être un peu plus tranquilles. Donc sur le site, il y a déjà des stats. Il y a des stats sur le site de Let Go, oui, qui montrent que les crimes... que la Gauvry ne ferait plus de bouquins si les stats, ça suffisait. Exactement. Tout le monde aurait compris. C'est ça. En fait, ils disent que les crimes, les enlèvements aux États-Unis ont en fait diminué par rapport aux années 80, tout en ne négligeant pas évidemment qu'un enlèvement d'enfant, c'est rare, mais c'est très grave. Et même les parents qui sont conscients de ces chiffres, en fait, ne laissent pas les enfants circuler n'importe comment aujourd'hui. Que fait Let Go pour remédier à tout ça? En fait, l'idée, c'est de laisser les enfants explorer sans toujours mettre un cadre, sans que l'adulte ne surveille ou qu'il n'intervienne dans le jeu. Donc sur Let Go, on propose des activités pour les enfants, des ressources pour changer la façon de voir les choses et laisser un peu plus d'indépendance aux enfants. Par exemple, à l'école, ça donne quoi? Alors, il y a une anecdote dans des écoles de Long Island, donc c'est à côté de New York. Il y a une journée qui s'appelle le Global Play Day, donc la journée internationale du jeu. Et à la Roanoke Elementary School, l'institutrice a décidé, le jour de la journée internationale du jeu, de laisser des Legos dans la classe. Et elle a juste dit aux enfants, maintenant vous jouez, vous faites ce que vous voulez. Et là, elle était hyper déçue, triste, un peu désillusionnée, parce qu'en fait, elle s'est aperçue qu'il y avait plein d'enfants qui étaient complètement apathiques, qui ne savaient pas quoi faire. On leur donne des jeux et en fait, ils restent là, ils attendent qu'on leur dise quoi faire. Donc, elle a mis en place, suite à cette expérience, des méthodes Let Go pour justement faire en sorte que les enfants prennent des initiatives. En quelques secondes, on termine en donnant peut-être ces méthodes? Oui, par exemple, il y a un enfant très scolaire qui s'ennuyait, très peu scolaire, pardon, qui s'ennuyait en classe. Et en fait, il a commencé à faire des... s'ignorait. Peut-être, qui sait. Peut-être. Il a commencé à faire des maquettes de bateaux. Il s'est passionné pour ça. Il a commencé à le faire en dehors de la classe. Il a passé des nuits à le faire, etc. Et depuis, en fait, à l'école, c'est à lui qu'on demande, dès qu'il faut faire un truc un peu manuel, c'est à lui qu'on le demande. Il y a d'autres enfants qui ont mis en place un stand dans la rue où ils vendaient des limonades pour ensuite sauver les tortues via une association. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. Et tout cela, c'était vraiment à leur initiative, sans que personne leur demande rien. Let Grow, je crois qu'il y a une citation, je ne sais plus si elle est de Montessori ou de Kortchak, qui dit que le message que les enfants envoient au monde adulte, c'est laisse-moi apprendre tout seul ou laisse-moi résoudre mes problèmes. Je ne sais pas si la psychologie valide ça d'ailleurs, mais c'est une bonne façon d'apprendre quand même. C'est pas la seule, mais... Je ne suis pas compétent là-dessus. Bon, vous êtes compétent, hyper sur les HPI, un des meilleurs spécialistes en France. Vous lisez dans la tête des HPI ce que nous dit la science, c'est aux arènes et c'est co-signé Nicolas Gauvry. Marie, merci beaucoup. On va se retrouver comme cette année. Ravi de vous revoir pour cette saison 3 de La Quotidienne. Ravi aussi de savoir qu'il y a en régie une équipe toujours aussi formidable avec au maquillage Laure Audemont, Marine Plantec assistée par Laura Girard, Mathieu Sullivan pour le son, Angèle Jean Girard pour la réalisation. Vous restez sur School TV. Vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.